Bonsoir à tous, salam alaikum à tous. Alors, première chose, je vais exposer mon point de vue concernant l'histoire du voile, puisque ça fait beaucoup débat et que peut-être mon point de vue intéressera certaines personnes. On ne sait jamais, seul Dieu sait. Allez, bismillah. Concernant le voile, bon, il y a des personnes qui sont contre et il y a des personnes qui sont pas contre, ou neutres, ou pourquoi pas. D'accord? Bon, il y a celles qui sont pour, qui veulent le porter, ok. Et on va essayer de décortiquer peut-être un peu les arguments des unes et des autres, et des uns et des autres, parce qu'il y a aussi des hommes qui se positionnent par rapport à ça. Alors, je pense que le lien qui est fait, le gros lien qui est fait de cause à effet dans un tas d'esprits de personnes occidentales, notamment françaises, parce qu'on rencontre vraiment cette histoire de problèmes de voile, surtout en France apparemment. Alors, je parle du voile simple, ok, le hijab. Je vais pas aller sur la question... Aussi, on va parler aussi de la question du djilbab, mais pour moi, tout ce qui est burqa, bon, déjà, ça n'a pas vraiment lieu d'être, mais tout ce qui est... Et encore qu'il y a des femmes qui se sentent très à l'aise en burqa et qui préfèrent, ça, il faut le savoir aussi, il faut l'accepter, hein. Il y a des choses... On n'est pas forcément d'accord, mais c'est une réalité que même si elle ne nous plaît pas, eh ben, on l'accepte, ok. Et puis, il y a des personnes, voilà, elles vont porter le niqab, d'accord. Donc, le niqab, c'est quand on voit les yeux. La burqa, on voit pas les yeux. Le niqab, on voit les yeux. Et ben, moi, personnellement, je l'ai expérimenté. J'ai porté, j'ai déjà porté le djilbab, le niqab, j'ai déjà mis le niqab. Et sincèrement, mon impression, voilà, on va parler dans le vif du sujet, hein. Mon impression, eh ben, on se sent pas mal. On peut même se sentir bien. On peut même se sentir bien de ne pas être vu et de voir les autres. Incroyable, hein? On peut se sentir bien de ne pas être vu et de voir les autres. C'est-à-dire, je vois les autres et les autres ne voient pas mon visage, ne voient pas mon corps, ne voient pas mes cheveux. Et, quelque part, ça a peut-être choqué, mais je reprends, moi, en tout cas, j'ai eu l'impression, en tout cas, personnellement, mon impression personnelle, de reprendre un peu de pouvoir sur ce qui m'appartient en premier, mon corps, en tant que femme. J'ai remis en cause, en tant que musulmane convertie, le fait que de ne plus exposer mon corps comme je le faisais auparavant m'apporter un sentiment de bien-être, m'apporter un sentiment de sécurité, m'apporter un sentiment de retrouver un respect envers moi et une dignité envers moi, parce que sincèrement, quand je n'étais pas musulmane et donc que je m'habillais avec des jeans serrés, des jupes courtes, des décolletés, en réalité, plein de fois dans ma vie, j'ai été assez saoulée. Parce que je passais dans la rue et je me disais, mais mince, j'en ai marre que ce mec-là regarde mes fesses. Mais je pouvais pas l'en empêcher, à part lui lancer un regard noir. Mais c'était un manque de respect pour moi. Et je ne connais pas cet homme et je vais pas rencontrer ses parents et refaire l'éducation de ses parents. Voilà. Aussi, je me suis retrouvée avec des personnes qui me regardaient pas dans les yeux quand je leur parlais. Qui regardaient mes tétés. À un moment donné, mince, tu me regardes ou pas, ou tu m'écoutes, qu'est-ce qui se passe en fait? T'es un viandard. Voilà. Ça aussi, ouais, par rapport à ça, j'ai l'impression d'avoir retrouvé du pouvoir, moi, personnellement. D'accord? Je vais reprendre l'argument de cause à effet tout à l'heure, hein, vous inquiétez pas, parce que j'ai un peu modifié le fil conducteur de ma discussion, j'en suis bien consciente. De ma discussion, de mon monologue, hein, pardon. Et donc,
de ce fait, parce que je me suis souvenu quand même, je me dis quand même c'est fou ce réflexe qu'on a dès qu'on est jeune fille, d'accord? Alors, quand on va acheter notre premier jean, moi je me souviens dans les années 90, on allait acheter notre premier jean Levi's, quoi, ou Lee Cooper, un truc comme ça, et on était là, ah ouais, est-ce qu'il te fait un beau cul? Ah ouais, est-ce qu'il te fait un beau cul? Ah ouais, est-ce qu'il te fait un beau cul? Bon, ok, donc on va dire que l'esthétique chez une femme en général, c'est l'injonction, en tout cas dans notre société occidentale, d'accord, qui est imposée. Ok? Ça, il faut en prendre conscience. On a une injonction dans les pays occidentaux qui est l'esthétique. Ok? La femme, elle doit être mince, tonique, avec des formes galbées, de jolis cheveux, bien coiffés, bien maquillés, avec de jolis accessoires, de belles chaussures, plutôt un sac d'une certaine gamme, etc., etc., pour qu'elle puisse se sentir un peu assimilée et acceptée par ses pairs et ses copines et qu'elle puisse espérer faire partie d'un groupe et y être respectée. Donc, qu'on ne me parle pas particulièrement de respect forcément de la femme quand il y a autant d'efforts à faire parce que c'est un effort financier, c'est un effort aussi esthétique, certes. Alors on donne le goût aux belles choses avec de belles photos, de belles filles en magazine, etc. Bon, après on regarde le passé des femmes en Occident, notamment en France. C'était l'histoire des corsets, etc. où on ne pouvait plus respirer parce qu'il fallait des gros tétés, mais aussi une taille de guêpe avec des grosses fesses. Je me dis, bon, finalement, pas très différent des photos d'Insta actuelles. Les meufs, elles se font un dos en V, ok? Elles se taillent, je sais pas quoi, avec des gaines de fou et des popotins d'éléphant, quoi. Donc, à un moment donné, ça résonne pas chez les gens qui réfléchissent à des costumes du 18e, par exemple, où c'était exactement ce qu'on demandait aux femmes en termes esthétiques. Un dos en V, avec un corset, alors c'est même pas une taille de guêpe, là, c'est une taille je sais pas moi, de fil de fer, quoi, de cure-dent. Parce que quand je vois des photos de femmes avec des corsets, j'ai dit, il est où son estomac? Qu'est-ce qui se passe quand elle va manger? Où il est son caca? Dans son ventre? Un truc de fou, quoi. Avec la grande robe comme ça qui descend, en mettant bien en valeur les hanches, et puis en les amplifiant, les hanches. On met des trucs en plus qu'on attache autour de la taille pour qu'il y ait un côté hyper large pour la robe, mais aussi pour les hanches, que ça donne envie à l'homme. Et puis de beaux décolletés, comme ça l'homme, il peut, quand il baise la main de la femme qui remonte sur le bras, il voit bien le décolleté, etc. Bon, je me dis sincèrement, est-ce que notre exemple d'esthétique et notre soi-disant libération de la femme en enlevant le soutien-gorge et en montrant les tétés, est-ce que c'est vraiment un bon exemple à suivre, quoi? Merde. Hein? Pardon, mais j'en ai assez. J'en ai assez. Et j'ai assez confiance en Dieu pour qu'il me dise, moi, tu as dit trop de gros mots. Tu vas aller en enfer. À un moment donné, non. J'ai confiance et j'ai foi en sa miséricorde, d'accord? Je regarde sur d'autres choses, d'autres efforts à faire, d'autres péchés plus graves. Ok? Donc on arrête avec ces histoires de gros mots aussi, s'il vous plaît, quoi. S'il vous plaît. Parce qu'il y a plein d'autres choses qui sont outrancières, outrageantes qu'un gros mot. Faut arrêter. D'accord? Donc on met beaucoup l'accent sur la forme en France. Mais le fond, j'aimerais bien qu'on le travaille une bonne fois pour toutes. Voilà. Comme ça, c'est dit. Je continue. Donc, l'exemple français de la femme libérée où elle a le droit de porter je remets pas en cause que la femme a le droit de remettre en cause, de porter ce qu'elle veut. Mais si c'est bien d'un côté, c'est-à-dire je mets un mini-short, je mets un décolleté, je mets même un haut de maillot, parce qu'il y a des hauts, ça ressemble à des hauts de maillot quand il y a des filles qui partent en soirée, etc. Elle porte ce qu'elle veut, et par contre la personne qui se couvre et qui cache ses formes et qui met de la longueur, là, on dit, ah ben non, ça va pas. Mais attendez, 2 poids, 2 mesures. Et comment vous voulez qu'un gouvernement ou que des personnes qui représentent l'autorité soient crédibles? Une personne qui représente l'autorité, c'est pas un autoritarisme, c'est-à-dire qu'on lui donne du crédit, de la légitimité
par le fait qu'on sait que cette personne, elle va être sage, qu'elle va être juste, et parce qu'elle va être dans un équilibre, en fait, dans un rapport équitable entre les parties. En gros, quand on dit la politique, c'est s'occuper de la chose publique, c'est d'être un arbitre entre les faits publics. C'est pas d'imposer un fait public. Donc, à un moment donné, je dis non. Non, 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 ça va pas. Et qu'on passe par la femme musulmane, qu'on humilie encore sans cesse. On lui dit la femme musulmane, avec son voile, elle est pas libre, elle est maltraitée par les hommes, etc. Alors de une, il y a des tas de femmes françaises qui portent pas le voile, qui sont maltraitées par leurs hommes. Il suffit qu'elles croisent un pervers narcissique, un mec violent qui va les frapper, n'importe quoi. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il y a des hommes arabes qui prennent soin de leurs femmes, et ces femmes portent le voile et elles sont plus heureuses que des tas de femmes françaises, en fait. Ça, à un moment donné, enfin, je veux dire, on est où dans la bêtise, là? On est où dans la bêtise? Je me dis toujours, les gens citent le siècle des Lumières, mais enfin, elle est passée où, la lampe, chez vous? Elle est passée où? On se fout de la gueule de qui, en fait? C'est pas possible de pas... Elle est où, la nuance, en France? L'esprit nuancé, il est où? Il s'est perdu où? C'est où qu'on l'a perdu, la nuance? Enfin, c'est ça l'intelligence, un esprit nuancé. Il y a des femmes, elles portent la burqa, elles sont pas malheureuses. Il y a des femmes, elles portent le djilbab avec le niqab, elles sont heureuses. Elles ont envie de faire ce qu'elles veulent parce qu'elles ont un concept, elles ont un truc dans leur tête qui leur dit « moi, ça, c'est comme ça ». Quand on voit le mec qui est habillé en vert dans les trucs de mode, là, dans les trucs de défilé de mode ou les vêtements, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Alors là, on dit rien, on fait le festival, tout le monde s'acclame, tout le monde vient voir, on prend les photos, on va voir les stars, etc. Ça pose pas de problème. Mais pour revenir à ce lien de cause à effet, c'est qu'en fait, vous reliez le fait de cause à effet que les femmes dans les pays arabes sont malmenées, maltraitées, et donc que ceci serait la cause du foulard. D'accord? C'est ça, en fait, le lien direct qui a été développé dans les médias depuis au moins 50 ans. On dit, ouais, en fait, les pays arabes, ils s'en sortent pas, ils maltraitent les femmes. Donc déjà, on part d'un postulat. D'accord? On part d'un postulat parce que quand on va vérifier comment ça se passe dans les pays arabes, on est quand même un peu loin de ce postulat-là. D'accord? Déjà, mais comme les gens, ils ont peur d'aller dans les pays arabes, bon, ils vont pas vérifier l'info, ou alors ils font semblant de pas voir, ou ils se disent, bon, ça va, c'est dans les pays arabes, c'est pas en France, quoi. Donc, à un moment donné, stop. Voilà. Donc, le postulat de dire les femmes arabes, elles sont maltraitées dans les pays arabes, je peux vous dire que... Alors, je suis pas allée dans beaucoup de pays arabes, soyons clairs. Je suis allée en Tunisie, en Algérie, ok? Alors... Elles ont un mode de vie qui sont relatifs à la pauvreté de leur pays, déjà de 1, ok? Parce que la condition de la femme, elle évolue comme tout type de condition humaine, c'est-à-dire par rapport à la croissance du pays, ok? Et à la richesse du pays. Donc si on laisse perpétuellement des pays en souffrance, dans des guerres, dans des conflits interminables, dans des situations de pauvreté, dans une situation de non-développement économique, de croissance, d'accord? Tout simplement, la France aussi, elle s'est développée, excusez-moi, avec les 30 Glorieuses, et après avec le baby-boom, ok? Donc il a fallu des sacrifices humains pour qu'à un moment donné, 2 petites grosses guerres, quoi, pour que ça bouge. Et après, on est là, on fait caca sur les autres en disant, ouais... Mais enfin, les autres, il n'y a pas eu d'extermination dans leur pays, en fait. Il n'y a pas eu des camps de la mort qui sont montés, là. Il n'y a pas eu des boucheries. Moi, mon arrière-grand-père, il a fait la Première Guerre mondiale. Il est revenu fou. Voilà. Il s'est même battu avec ma grand-mère. Ma grand-mère s'est battue avec lui, parce qu'après, il se saoulait, il n'allait plus travailler. À un moment donné. Il fallait nourrir la famille, il y avait 9 enfants.
Ils avaient perdu leur terre. Bon, enfin bref. Donc je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter. Faut arrêter avec ce truc où on prend... Voilà, on va compter sur le manque de nuances des gens, sur leur manque de connaissances, sur leur manque de voyage. Voilà, c'est pour ça, à un moment donné, on dit, ils vont aller à l'école, les gens vont être intelligents. Ben, ça dépend ce qu'on fait à l'école, ça dépend comment on étudie. Mais moi, j'ai envie de dire, arrêtons l'école, parce que là, franchement, ça devient un danger pour les enfants. Et ça devient n'importe quoi. N'importe quoi. Moi, ce que je vous invite à faire, l'éducation nationale qui se gargarise, je sais pas comment on dit ça, de s'appeler éducation. Alors, je veux dire, à un moment donné, appelez-vous instruction, pas éducation, voilà. Et ouvrons de belles bibliothèques avec de grandes salles de lecture confortables et faisons passer nos enfants toute la journée là-dedans. Voilà, ils lisent. On leur met des ordis, on leur met des livres, des professeurs à disposition, et point. Ils s'en sortiront beaucoup mieux que... Alors, vous allez avoir 1 heure de maths, alors vous allez... C'est bon. En fait, tous les grands philosophes, les grands écrivains du passé, pour certains sont passés dans des académies, hein, d'accord, sont allés à l'école, mais la plupart étaient suivis souvent par des percepteurs à la maison. Donc ils avaient une personne qui voyait, avec qui ils étudiaient, ils les laissaient aller jouer dehors, pour aller voir la nature. Aller au contact de la nature, c'était quand même un concept hein, pour les percepteurs aussi des enfants, c'est-à-dire ils vont jouer, ils vont ressentir des choses, ils vont vibrer avec le monde, etc. C'était quelque chose de valorisé, ok ? Voilà, c'était quelque chose de valorisé. Vous le savez en plus, vous le savez, vous êtes éclairés, vous êtes des érudits. Vous êtes des érudits. Et vous faites du caca. Voilà. Et donc, l'enfant lisait. Voilà, il peut par exemple passer toute la matinée. Bon bah tiens, tu vas lire ce livre. Pendant 2 heures, tu vas lire cet autre livre. Ah tiens, alors explique-moi le point de vue de tel auteur. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Quelle est sa théorie? Voilà. Voilà. Alors c'est ce qu'on fait en groupe de 30, à faire des trucs, taisez-vous, parce qu'on parque les gamins toute la journée dans des salles de classe. Il faut qu'ils restent tranquilles. En plus, à s'adapter à 35 personnalités dans la semaine. Ça fait beaucoup, psychologiquement, émotionnellement aussi pour les gamins. Je sais pas, plus les personnalités des élèves, plus les trucs de harcèlement au milieu, plus les réseaux sociaux, et en plus, les portables ne sont même pas pris à l'entrée de la classe. On laisse les portables aux élèves. Vous foutez de ma gueule. Vous vous foutez de notre gueule, sans déconner. Vous appelez éducation? Moi, j'ai discuté avec des professeurs, hein. Dès qu'il y avait un projet qui était un peu sympa, qui motivait les gamins pour mettre en place, pour valoriser, pour changer un peu, pour créer. Ah, non, il faut surtout pas qu'ils créent, ces gens-là. Nous, on a créé, mais eux, ils y créeront pas. Voilà la réalité. On veut plus qu'il y ait de créateurs. On veut plus qu'il y ait d'innovateurs. Non? C'est pas ça? Ou que pour certains, ou que pour ceux qui ont payé, qui font partie d'un certain... schéma social, statut, race, encore une fois. Donc tout ça, c'est derrière la question du voile. Ok, on a mis un peu de profondeur en fait dans le débat, ça va ou pas? Est-ce que ça va? Est-ce qu'on a mis un peu de profondeur? Parce que la réalité de la femme, elle ne dépend pas d'un putain de bout de tissu sur la tête. D'accord? À un moment donné, quand on porte le voile, le cerveau, il n'a pas disparu, quoi. Il n'a pas disparu le cerveau quand on a mis le voile. Est-ce que c'est clair ça dans les projections mentales? Ce qui fait qu'une femme, elle va être maltraitée par les hommes. Ce qui fait que les femmes, elles ne vont pas être respectées dans leur dignité. Ça va dépendre de la façon dont les femmes vont éduquer leurs fils. Tout simplement. Peu importe qu'elle soit habillée X ou Y, on s'en fout du vêtement. On parle de la forme. On parle encore de l'esthétique. C'est le fond. C'est le cœur de la personne. C'est le cœur du mari. Qui est malade ou qui est en bonne santé, en fait. C'est pas autre chose qui va soigner la société
que soigner son cœur. C'est pas parce qu'on va se peindre en violet, en vert ou en bleu que la société va aller mieux, enfin. Oh, le problème c'est le voile. Non, le problème c'est l'hypocrisie des gens. C'est la manipulation, c'est le détournement de responsabilité. Et que personne ne fait preuve de courage en réalité. Tout le monde se cache derrière des pots de saucisson. Donc arrêtez avec cette histoire d'esthétique. Et la laïcité, on va en parler une bonne fois pour toutes. La loi, elle est sortie en 1901. C'était pour que les personnes puissent vivre librement, que ce soit de manière esthétique ou non, dans l'espace public. Et que son vêtement soit respecté, religieux ou non, tant qu'il ne trouble pas l'ordre public. Donc si une femme voilée en l'état, elle ne trouble pas l'ordre public, elle peut porter son voile en fait. Elle le peut. Après, on a fait la loi de 2004 qui a dit « Ah non, mais dans la fonction publique, on ne va pas les laisser porter le voile. » Pourquoi? Pourquoi? Regardez la méchanceté. La méchanceté des Français. Je suis obligée de la dénoncer. Parce que les femmes arabes, elles n'étaient pas en France. Elles viennent des pays immigrés. D'accord? Donc elles sont arrivées dans les années 60-70. Mais après, il y a leurs progénitures qui sont arrivées. Les filles élevées dans l'espace public. À l'école publique. Et qui ont commencé à faire des études. Parce que dans les années 80, les filles portaient le voile à l'école. On les laissait porter le voile à l'école. Et ça a commencé les animosités déjà dans les années 80 parce que tout le monde les humiliait, les ridiculisait. Parce qu'on n'avait pas préparé les mentalités à ça. Et on a pointé du doigt les Arabes en disant « Regardez comme ils sont méchants avec leurs filles, ils leur font porter le voile. » Alors qu'elles s'émancipaient, elles se développaient, elles allaient à l'école, elles s'instruisaient. Et que quand dans les années 2000, la génération des années 80, des femmes, d'accord, sont allées à l'école, se sont instruites et se sont diplômées et qu'elles ont eu la capacité à entrer dans la fonction publique française, la fonction publique française a dit « On ne vous prendra pas si vous portez le voile. Ça ne fait pas partie de notre identité, de notre culture. » Pourtant, quand on regarde les femmes chrétiennes, les sœurs, elles portent le voile. D'accord? Les femmes juives, elles portaient le voile. Après, elles ont mis les perruques pour s'adapter un peu à la France. Après, elles ont tout enlevé. D'accord? Donc, on met sur un piédestal les femmes juives parce qu'elles ont capitulé. Elles ont capitulé, les femmes juives. Voilà, elles ont capitulé. Point. Donc, voilà. Et pour beaucoup, ont complètement oublié leur religion. Ne la pratiquent pas du tout. Se réveillent un peu pour les fêtes. L'islam, c'est encore la seule religion qui est encore un peu pratiquée de manière forte, en fait. Parce que les femmes chrétiennes, quand on dit une femme chrétienne, elle va prendre le voile. Elle va prendre le voile. Ça veut dire que cette histoire de voile, il est ancré dans le fait religieux. Il se passe une connexion tellement profonde avec Dieu, et ça il faut l'entendre, avoir l'honnêteté intellectuelle d'être capable de l'entendre, d'être assez intelligent de cœur, de corps et d'esprit pour l'entendre. Il se passe quelque chose entre la femme et Dieu qui fait qu'elle a besoin de cette pudeur. Waouh, le gros mot pudeur. Qu'est-ce qu'elle a dit? Pudeur. J'ai dit pudeur. On a envie de pudeur dans cette société où tout le monde se fout à poil et se monte à poil sur tous les réseaux, en fait. C'est le lien entre le yin et le yang, en fait, le bien et le mal. On verse dans un autre sens, et ben c'est l'autre sens qui va s'inverser, en fait. Parce qu'il y a un déséquilibre.
Donc on rééquilibre en fait, c'est le rééquilibrage des forces entre le noir et le blanc, si vous voulez. Pour remettre encore un peu plus de profondeur dans le débat du voile en fait. Donc qu'est-ce que je disais? La sœur chrétienne, elle prend le voile, elle a cette connexion, elle dit je veux vivre pour Dieu. Mais, ce qui n'était pas le cas avant, mais pour le faire, après, l'Église catholique, d'accord, le Vatican ont décidé que pour qu'elles puissent le faire, ces femmes-là, on va les sortir du lieu public. Parce qu'au Moyen-Âge, quand même, il y avait beaucoup de femmes qui étaient voilées, qui se voilaient les cheveux. Vous voyez, les grands voiles et tous les costumes, tout ça, là. On cachait beaucoup les cheveux, d'accord? Le Moyen-Âge, c'était une période quand même beaucoup plus éclairée, hein, en termes de finesse, de lecture des sentiments et des émotions. D'accord? Juste pour rappel, hein, parce que à l'époque aussi, même mérovingienne, capétien, il y avait les filles avaient le droit d'être reines. Et pourtant, c'est encore plus avant, hein. C'est au XIe siècle que ça a changé. On a interdit aux femmes d'être reines. C'est drôle, hein? Pourtant, c'était avant. Et là, on croit qu'on est mieux parce qu'on est moderne. Ça va bien ou à la tête? Donc, la femme chrétienne, elle prend le voile. Et l'Église, qu'est-ce qu'elle a dit? Tu veux prendre le voile, ma sœur? Pas de souci. Par contre, t'as pas le droit de te marier. T'as pas le droit d'enfanter et tu vas vivre qu'entre femmes. C'est bon, là? Ça fait plaisir ou pas? Donc, tu te rapproches de Dieu, t'as pas le droit à la vie normale. L'islam, elle dit quoi? Elle dit si. La femme, elle peut faire partie de la vie courante. Hein? Elle peut porter le voile, mais elle a le droit d'enfanter, elle a le droit de se marier, elle a le droit de travailler dans l'espace public. Normal. Ok? Quand tu vas dans les pays arabes, pour beaucoup, bah t'as des femmes voilées, pas voilées, elles bossent, hein? Elles vont à l'école. Moi, j'ai jamais... En Algérie, toutes les filles font de longues études. Voilà. Comme il n'y a pas beaucoup de travail et que déjà il n'y en a pas beaucoup pour les hommes, donc bon, il n'y en a pas non plus énormément pour les femmes, d'accord? Bon, il y en a qui arrivent à se caser quelque part, mais c'est un peu difficile. Je tiens à signaler quand même qu'en Algérie, il y a des femmes dans la police et ça travaille mixte. Hein. Il y a des femmes dans l'armée et ça travaille mixte, ok? On est dans un pays musulman, hein, dans le pays, l'Algérie, les 3 pays du Maghreb les plus arriérés, voilà. Parce qu'ils n'ont pas laissé place au tourisme. J'ai envie de dire, ils n'ont pas laissé place au tourisme sexuel surtout. Hein. Voilà, comme ça c'est dit aussi, dans le fond de ma pensée, vous l'avez. Autre chose. Donc ces filles-là, elles font de longues études. D'accord? Et elles ont le droit de voyager seules, d'aller manger avec des copines, de prendre le bus pour aller quelque part. Mon ex-belle-sœur, elle part faire ses études toute la semaine sur un campus. Elle dort sur le campus côté fille, ok? Elle revient le week-end, elle passe son week-end en famille, point. En plus, y a la famille qui est là. Il y a tout le temps quelqu'un qui passe à la maison, rendre visite. S'il y a quelqu'un qui est malade, tout le monde vient voir la personne malade. Toi, quand t'es seule, tu peux crever, il y a personne qui vient te voir, hein. Même pas, est-ce que tu as besoin de quelque chose, je te l'amène, tout ça. Là-bas encore, c'est attends, je t'amène le plat, attends, je t'amène à manger, attends si, et on n'a pas grand-chose, hein. D'accord? Moi, j'ai voyagé dans des bus là-bas, certes, d'un autre monde, mais enfin, ça tient la route, quoi. Ça se casse pas la gueule. Voilà. Donc, c'est des gens très malins, dans le sens où ils trouvent des solutions avec peu. D'accord? Et à un moment donné, effectivement, quand tu n'as pas la possibilité de te développer, d'avoir des droits comme ailleurs, tu peux être amené aussi à ruser, malheureusement. Bon, il y en a qui en abusent, ça c'est sûr. Hein. Ça, il y en a beaucoup qui abusent de la ruse. Et c'est pas leur, c'est pas pour leur bien. C'est pas pour leur bien, ni pour les autres, ni pour eux-mêmes. Donc voilà la réalité du débat sur le voile. Donc moi, certes, j'accepte d'aller travailler en enlevant mon voile si nécessaire, mais c'est mon choix et ça me regarde à moi. Pour autant, je voudrais que mes sœurs,
si elles veulent travailler avec le voile et qu'il y a une société qui l'accepte et qu'elles veulent faire du sport avec le voile, comme c'est accepté dans d'autres pays, en fait, je sais pas moi, à un moment donné, vous êtes des érudits, vous voyagez, vous passez votre temps à voyager. Je suis sûre que dans les voyages politiques, vous discutez dans les rangs du Sénat, dans les rangs même des juges, etc. Vous voyez des femmes voilées, et vous dites, et c'est là où vous êtes hypocrite en fait. Ou alors vous êtes pas aux manettes. Mais je veux dire, à un moment donné, vous voyez bien qu'ailleurs, les femmes musulmanes, elles travaillent pour leur pays. Elles sont par exemple, moi j'avais vu plein de documentaires là-dessus, de femmes voilées américaines, noires, pas noires, peu importe, qui travaillent dans le monde politique, qui sont juges de la Cour suprême, juges pas quoi et tout machin. Les meufs, elles sont américaines en fait. Elles sont pas là à se dire je suis arabe. Non, elles sont américaines. Elles œuvrent pour leur pays en tant qu'américaines, mais américaines musulmanes. Parce que c'est une religion, c'est pas une nationalité. Et si on se sentait un peu plus accepté, parce que même moi, je veux dire, je suis pas arabe, mais à un moment donné, on me prend tellement pour une teubée avec mon voile que je me dis, je me sens arabe moi d'un coup. Je me dis, mais sans déconner, ils sont traités comme ça de longue. Je veux dire, moi, je suis rentrée dans des magasins. Waouh, le manque de respect qui sort de la figure de la personne du magasin. Je fais, ah ouais. Pourtant, nous, quand on voyage dans leur pays, hein, que ce soit en Afrique, en Chine ou je sais pas quoi, on est traités comme des rois. Hein, les Français, pendant des siècles, ils ont été traités comme des rois de partout. Hein? Et nous, non. Nous, les étrangers, ici, on les reçoit mal. À part quand il y a un intérêt financier. Eh ben oui. C'est pas pour la gratuité, hein. C'est pas pour la gentillesse. La gentillesse, elle est pas valorisée ici. Bon, dans le monde en général, hein. Ça, je ne vais pas vous jeter la pierre. Mais je veux dire, ouais. Vous avez pas été souvent malmenés à l'étranger, je pense, pour ressentir ce que peuvent ressentir les personnes qui viennent ici. Soyons clairs, hein, si je remets un peu de juste milieu dans le truc aussi, voilà. Donc à un moment donné, le vêtement ne définit pas la personne. Comme on dit chez nous, l'habit ne fait pas le moine. Ça se saurait parce que sinon on aurait dit, bah, les moines c'est tous des pédophiles, d'accord? Donc non, si on a encore un peu de nuance dans l'état d'esprit, de pas mettre tout le monde dans le même sac en fait. Il y en a assez de mettre tout le monde dans le même sac. Voilà. Je sais pas, à un moment donné, il y a un juif intégriste terroriste qui a tué Shimon Peres en 1993 alors qu'il allait avoir des accords de paix grâce à l'aide de Bill Clinton entre Yasser Arafat et Shimon Peres. On n'a pas dit tous les juifs et israéliens sont des terroristes ou ne veulent pas la paix. Pourtant, bon, c'est vrai que là, quand on regarde le truc, on fait, bah, je sais pas, finalement. Est-ce qu'ils la veulent, la paix? Est-ce qu'ils la veulent, la paix? Les Israéliens? Ils la veulent? Il y en a qui la veulent. Bien sûr qu'il y en a qui la veulent. Mais la paix, ça se construit. C'est tellement aller loin. Ce conflit dure tellement depuis longtemps. C'est tellement aller loin. Les Palestiniens sont tellement, je sais pas, moi. Enfin, la bande de Gaza, c'est une horreur, cette histoire, quand même. Ils sont parqués. C'est un ghetto. C'est un ghetto. C'est un ghetto, Gaza. Ils peuvent pas en sortir, en fait. Ils peuvent pas en sortir. Vous le comprenez que ils sont parqués? Déjà, on fait tout un pataquès quand les Sud-Américains veulent passer la frontière au Mexique. On dit, bon, ils veulent faire un mur, nanani, nanana, on fait un débat. À Gaza, ils sont dans un ghetto. Et ça fait 50 ans que ça dure. À un moment donné, vous voulez pas qu'il y ait un pétage de plomb? Qu'est-ce que vous attendiez comme résultat, à part que ça dégénère? Quand on construit un projet, une stratégie, c'est en vue d'avoir un résultat. Donc, si on veut un résultat de paix, il faut œuvrer pour le résultat qui va mener à la paix. Si on œuvre depuis 30 ans, depuis 25 ans pour la guerre, eh bien, à un moment donné, le résultat, ça va être la guerre.
Faut pas se leurrer. Faut pas dire, oh là là, ils sont vraiment méchants. Non. Personne n'a œuvré pour la paix. Certains peut-être. Je vais pas tous mettre dans le même panier. Mais voilà. Ce qui est intéressant, c'est quand même, Bill Clinton, il a été dans la merde avec son histoire avec machin, là, Monica truc. Et bon, Shimon Peres qui se fait dézinguer, quoi. Bon, c'est peut-être rien. Peut-être un lien de cause à effet comme le voile et les femmes arabes, quoi. Je veux dire, je veux pas... Hein? Voilà. Donc comme ça, c'est dit. Je vais pas faire une vidéo d'une heure, ça c'est sûr. Mais à un moment donné, qu'on arrête de se moquer de nous. Hein? La moquerie, l'humiliation, tout ça, on n'en peut plus. On n'en peut plus de pas se sentir respecté, quoi. On n'en peut plus de pas se sentir respecté. On en a marre. Voilà. Les gens, ils se sentent pas respectés au quotidien. Et c'est à tous les niveaux. Hein? Et c'est à tous les statuts. D'accord? On veut de la vérité, on veut de la droiture, on veut de la bienfaisance, on veut de la bienveillance, en fait. On en a marre des pervers, on en a marre des pervers, en fait. Des manipulateurs, des psychopathes, on en a marre. Et des pédophiles, surtout. Les gosses, ils en ont ras-le-bol. Arrêtez de vous battre pour un monde de merde. Putain, vous avez pas envie de vous créer un truc bien, quoi? Bon, la première chose, c'est changer son comportement, en fait. Moi, je peux pas changer le comportement des autres. Je peux parler, communiquer, expliquer, mais à un moment donné, c'est l'autre, ça va te faire tilt dans sa conscience, il va se bouger, en fait. Voilà. Et ça marche par la parole. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Hein? Par mon comportement, par la parole. Mais si le comportement, ça marche pas, parce qu'on peut pas dire que j'ai pas été gentille dans ma vie. Ça, on peut pas le dire. À un moment donné, qu'est-ce qui me reste pour que gueuler, en fait? Ou que taper? Ou que même aller poser une bombe, parce qu'on est à bout de la connerie, en fait. Les mecs, ils sont là, ils vendent des armes à tour de bras, après ils disent « la guerre, ils sont méchants. » Oh! Ras-le-bol. Voilà, donc on en a marre, ça fait 20 ans, on devient de plus en plus teubé. Et après, il va falloir nous mettre une puce dans le cerveau pour faire les choses bien. Mais bien fait en fait, parce que oui, on est vraiment trop cons. Le cerveau, c'est un truc, on l'a pas développé, parce qu'on n'a pas pris le bon chemin en fait. On dit, oh, on est toujours à 10% du cerveau. Mais peut-être que si on avait pris un autre chemin, peut-être qu'on l'aurait développé 25-30% déjà, non? C'est juste, vous n'avez pas d'imagination. Vous avez d'imagination dans le mal, vous n'avez pas d'imagination dans le bien. C'est grave, hein?